La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal Télétravail de Vurth Electronique France. La session commence dans quelques instants. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien chez vous en confinement. Le présentateur aujourd'hui sera Alain, mon cher collègue ingénieur d'application. Lui est basé à Nice. Moi, Germain, je resterai juste en tant que modérateur pour répondre à vos questions-réponses. Je suis chez moi à Avignon et si vous entendez des bruits derrière, c'est mes enfants qui sont pas enfermés, c'est moi qui suis enfermé dans mon bureau. Alors, la session durera comme d'habitude environ 30 minutes maximum pour la partie présentation et s'en suivra une session questions-réponses. Bien sûr, je suis là pour répondre aussi aux questions en live, c'est-à-dire via la fenêtre qui est située sur votre interface, que vous utilisez une tablette ou votre ordinateur. Si c'est personnel, je répondrai à la main via l'interface. Si on juge que la question peut être intéressante pour l'Assemblée, tout en gardant votre anonymat, je me permettrai de la proposer à Alain. Si tout n'a pas été, toutes les questions n'ont pas été répondues ou si quelque chose vous vient à l'esprit plus tard, vous avez cette adresse mail pour nous contacter derrière. Il y aura un questionnaire de satisfaction à la fin lorsque on clôturera le webinaire. On serait ravi que vous y répondiez pour améliorer nos sessions et savoir si vous aviez des projets en cours sur lesquels vous vouliez discuter avec nous. Les replays seront disponibles au même lien derrière si vous avez loupé le début ou si vous voulez y revenir. Ensuite, ils seront normalement sur YouTube, mais ça prendra plusieurs jours. Voilà, le sujet du jour traite des transfos pour lesquels Alain est spécialiste. Alors bon, on a l'habitude des Skypéros avec le confinement. Aujourd'hui, c'est plus un apéro, un apéro visio, c'est un transfo visio. Et pour ceci-là, je vous laisse avec Alain, notre FAE niçois. C'est parti Alain, je te passe la main dans un instant. C'est parti. C'est parti. Bonjour à tous. J'espère que tout le monde m'entend correctement. Donc, moi, je suis basé à Nice. D'une main, je vais vous présenter les transfos. De l'autre main, j'ai l'apéro dans la main parce que c'est la visio transfo apéro. Donc, si vous avez des questions, Germain vous l'a dit, vous avez la possibilité de les poser directement sur le coin qui est réservé. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Si vous avez d'autres questions ultérieurement, vous pourrez toujours nous contacter. Donc, allez, on est parti. Pourquoi un transfo serait étagère? Parce que de toute façon, quand on parle de flyback, c'est une topologie qu'on peut utiliser sans trop de problèmes jusqu'à une bonne centaine de watts. Si on est vraiment raciste et qu'on n'aime pas les autres topologies, on peut même monter un peu plus en puissance. Par contre, les tailles de transfo vont être un poil plus grosses que sur les autres topologies, mais il n'y a aucune limite sur l'utilisation d'un flyback. Même en CEM, on arrive à jouer avec. Transfo flyback, en fait, c'est un mauvais mot parce que le flyback n'utilise pas un transfo, c'est pas un transfo. C'est même pas deux inductances couplées. Dans le meilleur des cas, on peut dire que c'est un transfo qui est mal utilisé. Mais la mode, il y a quelques années, c'était de faire du custom. Dès qu'on parlait de transfo, c'était obligatoirement un custom parce qu'on faisait un calcul précis de valeur d'inductance, un calcul précis de rapport de transformation. Mais au final, ça reste que sur le primaire, un calcul de valeur d'inductance, un rapport de transformation. Donc, comme quand je calcule une inductance sur un buck converteur,
J'ai pas besoin, sauf si je suis milliardaire, d'aller voir un fabricant en lui demandant je veux un custom parce que l'inductance que je trouve c'est 10,5 micros et je trouve pas ça au catalogue, donc je veux un custom impératif. Avec les transfos, c'est exactement la même chose. Si je calcule 10,5 micros, je peux très bien aller taper en étagère un 12 ou un 15 avec le rapport de transformation qui m'intéresse et on va voir un peu tout ça. Donc ça, c'était la petite introduction. Donc je suis niçois, mais finalement, je pense que vous allez tous me placer dans le pire des cas dans le nord de la France et si vraiment à l'extrême de l'autre côté de la frontière. Mais je vous rassure, je suis niçois, je suis né à Nice et j'habite toujours à Nice. Mais c'est pas grave. Alors, le sujet aujourd'hui, on va parler, la première chose la plus importante quand vous faites un design d'alimentation isolé, c'est pas le calcul c'est juste des maths. Il y a plein de logiciels qui peuvent vous les faire pour vous si vous avez envie. Vous pouvez même mettre toutes les formules dans un fichier Excel. C'est pas bien gênant. Le point le plus critique, c'est l'isolation. Quelle isolation vous avez besoin pour votre application? Parce que de là va découler en grande partie la taille du transfo que vous allez devoir utiliser, que ce soit pour quelques watts ou pour quelques dizaines de watts. Si vous avez une application transfo secteur sur un ACDC offline, les distances d'isolation, que ce soit en creepage ou en clearance, donc les lignes d'acheminement sur la carcasse ou dans l'air, vous pouvez avoir plusieurs cas de figure en fonction des standards à appliquer. Là, juste en exemple, je vous en montre deux pour l'IT en 6950 ou pour le General Purpose en 61558. Les distances de sécurité peuvent être différentes. Les distances au travers de l'isolation peuvent être différentes. Il y en a une qui va me demander un tour de scotch, 2 tours de scotch, 3 tours de scotch. Donc, si vous partez sur le mauvais standard, vous avez un risque non négligeable qu'à la fin, votre transfo soit trop petit et tout ce que vous avez fait, mettons un mois de travail, vous le prenez, vous le jetez à la poubelle parce que le transfo, faudra le faire un poil plus gros. Si de 4 mm de ligne de fuite, on passe à 8, je ne saurais pas mettre des bagues à l'intérieur du transfo pour rogner les millimètres manquants parce que de toute façon, après, il va me manquer de l'espace pour les enroulements primaires, secondaires, voire auxiliaires. C'est pas nous, en tant que fabricants de transfo, qui vous donnons cette information. C'est impérativement soit vous, soit votre client final. Et en général, c'est très compliqué parce que le client final, en général, fait pas vraiment d'électronique. Donc, que vous lui parlez d'isolation, la réponse, ça va être je sais pas. Après, il faut aller du côté du lab avec votre application, un laboratoire de compatibilité, Emitech, LCIE et autres, pour leur dire, voilà, je design un système qui va rentrer dans telle application. S'il te plaît, monsieur le technicien du lab, donne-moi le standard que je dois appliquer pour avoir le marquage CE quelque part. Et à l'intérieur, il y a les directives CEM, sécurité électrique et autres. Donc ça, c'est vraiment la chose la plus importante. Parce que là, sur cette slide-là, vous voyez la clearance, donc c'est la distance dans l'air. La distance dans l'air, on s'en fout, c'est dans l'air. C'est généralement très facile à atteindre. Ce qui est le moins facile à atteindre, c'est le creepage, parce que c'est la distance d'acheminement sur le transfo, à savoir que la bobine du transfo est considérée comme un court-circuit. Donc, il faut considérer toutes les parties plastiques et les distances sur la partie plastique. Et je peux essayer de gruger, que ce soit sur un transfo ou sur un PCB. Si j'arrive à faire une rainure de profondeur de plus d'1 millimètre avec 1 millimètre de large, je vais pouvoir augmenter la distance artificiellement et je vais pouvoir intégrer la hauteur, la longueur et l'autre hauteur pour augmenter artificiellement cette ligne de fuite. Mais ça nécessite de savoir en avance le degré de pollution qui est très important, degré 1, degré 2 ou degré 3.
sachant que le pire, c'est en extérieur, en environnement humide, en considérant qu'à l'intérieur, je pourrais avoir des poussières conductrices. Donc ça, c'est le point critique. À ne pas aussi faire attention, quand on définit la tension d'isolation, c'est pas suffisant. 4200, 4500 volts d'isolation, c'est gentil, mais ça ne me donne pas la façon de fabriquer le transfo. Il faut impérativement que j'ai un nom de standard, un nom de standard qui soit associé pour cette fameuse distance d'isolation que je dois mettre entre primaire et secondaire. Il y a certains, comme je viens de vous dire, il y a 2 tours de scotch ou 3. Si je vous fais 4200 volts d'isolation renforcée en 60-950, j'ai besoin de 2 tours de scotch. Si c'est la 61-558, j'ai besoin de 3. Donc, le labo, quand il va éplucher le transfo, il va éplucher le dossier de fab, il va vous le réjecter en disant vous n'êtes pas conforme. Donc, veillez à être très, très précis sur ces points-là. Autre chose, quand vous faites du custom, vous avez le choix de la bobine pour justement, la bobine, la partie plastique, pour qu'on soit clair, pour que vous puissiez réduire un petit peu la ligne d'acheminement, parce qu'on a un comparative tracking index en fonction, il y a 3 classes. Il y a un test chimique qui est fait pour la résistance des bobines. Et vous pouvez réduire les creepages si vous avez vraiment un problème de place dans le design. Plus vous réduisez le creepage en utilisant une bobine, bien évidemment, plus le prix du transfo, parce que le prix de la bobine va augmenter. Donc, j'ai un problème technique, je ne peux pas résoudre ce problème technique en demandant que ça soit aussi low cost. Ça, c'est un compromis que vous allez avoir à faire pendant le design. Donc là, juste un petit exemple de ligne de fuite en fonction. Sur la 61-558, on me demande un minimum en fonction du comparative tracking index, comme vous pouvez le voir, un minimum sur un produit standard, donc le produit le plus low cost en format de transfo. Je vais avoir besoin pour un 300 volts d'utilisation, un 6,6 mm minimum de creepage. Si je réduis, je peux utiliser un CTI plus élevé. À noter que la ligne d'acheminement ne doit jamais être plus faible que la ligne de fuite dans l'air. Certains, ça dépend de quel côté de l'Atlantique vous vous trouvez. Certains ne respectent pas vraiment ce standard en disant que c'est pas important, mais vous êtes en Europe. Donc, la ligne de fuite doit être égale à la creepage dans le pire des cas. Donc, investissez pas trop d'argent dans une bobine qui vous permettrait de diviser par 2 si votre ligne de fuite dans l'air, c'est 4 mm. Ça vous servira à rien, vous risquez d'être rejeté par le lab. Donc, tout ça fait penser que finalement, c'est un peu compliqué. Et je ne parle même pas de calcul mathématique pour le moment. Je parle juste de normes de sécurité électrique. Et déjà, je pense que je vous ai pollué la tête rien qu'avec les informations que je vous ai données. Donc, l'idée, c'est de pouvoir aller chercher sur étagère quelque chose qui est déjà fait, qui est utilisable, qui est livrable rapidement et qui, quand je rentre en production, ne nécessitera pas forcément une fabrication spéciale pour moi. Donc, un délai spécial de fabrication qui peut être pour un transfo entre 8 et 12 semaines. J'ai une chance d'avoir ces produits directement sur étagère, donc livrables en 48, 72 heures en fonction de l'endroit où vous êtes. Pour se conforter dans cette idée, on va reprendre juste 2 petites bases d'électromagnétisme pour voir comment marche un transfo. Bon, rassurez-vous, on ne va pas faire des équations de Maxwell. Je n'ai pas le temps, on n'a qu'une demi-heure. Mais c'est juste pour vous rappeler comment ça fonctionne et pour comprendre l'utilisation. Ça, c'est valable pour les ferrites, c'est valable pour les inductances et c'est valable pour les transfos.
c'est juste la courbe d'hystérésis. Un matériau ferromagnétique ou ferrimagnétique qu'on utilise quand on travaille en électronique, c'est quoi? À l'intérieur, j'ai des dipôles magnétiques qui sont rangés par ordre aléatoire, comme vous pouvez le voir ici. La résultante, c'est que le champ magnétique ou l'induction est nul parce que la nature, c'est une feignasse et elle aime bien l'état d'équilibre avec le minimum d'énergie. Donc, la somme de tous les moments magnétiques est égale à 0. J'applique un champ magnétique au produit. Donc, tous mes dipôles magnétiques vont avoir une tendance à aller s'aligner dans la même direction, en direction du champ. Quand j'ai tous mes dipôles ou quasiment tous mes dipôles qui sont alignés, j'arrive à ce qu'on appelle la saturation. Je ne peux rien faire d'autre, si ce n'est le chauffer, puis éventuellement le cramer. Quand je réduis le champ magnétique, je ne prends pas le même chemin parce qu'à l'intérieur, j'ai des impuretés. Donc, les électrons, puisqu'il y a de l'énergie d'échange pour avoir un moment magnétique, ça, c'est de la physique quantique. J'ai des électrons supplémentaires qui vont rentrer dans mon atome pour pouvoir avoir le même spin, donc avoir un moment magnétique beaucoup plus élevé que sur un produit paramagnétique. Donc, j'ai des sauts d'énergie à faire pour passer les niveaux. Et comme j'ai des impuretés dedans, eh ben, ces niveaux d'énergie sont différents. Et quand j'arrive à la rémanence, eh ben, comme j'ai changé l'ordre naturel des choses, je ne peux pas espérer que tous mes dipôles soient arrangés dans la même direction, donc il me reste une petite induction à l'intérieur. Si je veux la casser, cette induction, eh ben, il faut que je mette un champ coercitif qui me force l'alignement des dipôles. Et c'est valable dans les deux directions. Si on a compris ça, on a tout compris sur les transfos et sur les inductances. Il n'y a pas besoin de se creuser la tête plus loin avec des équations de physique quantique. Et on va juste utiliser les résidus des équations de Maxwell pour pouvoir lier les caractéristiques électriques aux propriétés du matériau et pouvoir relier donc tension et courant pour se rappeler d'où vient cette valeur d'inductance. Donc, je prends un bout de fil, je prends une tension, il y a un courant qui est créé, j'ai un flux qui se promène au travers de mon noyau. V égale ND phi sur dt, ni plus ni moins. Le flux au travers de la cross-section ou de la surface, ça me donne la valeur d'induction. Jusque-là, on est bon. Donc, je réécris mon équation. On n'aime pas écrire et utiliser la variation de l'induction, donc on va changer l'induction en fonction du champ. Tout simple. Avec Faraday, donc HL égale NI. Je remplace. B, c'est mu H. Donc, je remplace dedans et ça me donne cette valeur-là. Donc, ça, c'est la valeur de l'inductance que tout le monde connaît, mais que beaucoup de gens ont oublié d'où ça vient. Donc, la longueur moyenne du champ magnétique, la cross-section, la perméabilité du matériau et le nombre de tours au carré. On peut jouer différemment maintenant. Si je mets un entrefer dans le transfo ou dans une inductance, à quoi ça va me servir? Ça va me servir, un, à stocker l'énergie et deux, à stabiliser la valeur de l'inductance et à réduire la tolérance. Parce que le matériau, c'est un process chimique. Je peux avoir des tolérances de l'ordre de 50% sans aucun problème. Et si je fais un filtre avec une inductance et une valeur de 50% de tolérance, ben, ma fréquence de coupure, il va falloir que je me casse la tête pour aller la chercher. Donc, le fait d'introduire un entrefer, puisque j'introduis LG, donc la distance du gap, et mu0, c'est une constante, ça va me permettre eh bien, de rajouter une constante à l'intérieur, donc d'équilibrer cette tolérance. Avantage et inconvénient. Avantage, c'est que je vais stocker l'énergie dedans, je réduis la tolérance. La taxe à payer dans tout ça, c'est que pour un même nombre de tours, eh bien, la valeur d'inductance va baisser. Donc, si je veux une 10 micro avec ou sans entrefer dedans, eh bien, il va falloir que je augmente un tout petit peu le nombre de tours. Autre avantage, c'est que pour un même volume, puisque j'ai une cross-section égale, pour un même niveau de saturation, je vais pouvoir mettre plus de courant avant d'atteindre la saturation de mon noyau. Et comme je couche la courbe d'hystérésis, ça me permettra de réagir moins rapidement à un transitoire et d'aller taper directement sur
sur la saturation à un moment où je ne m'y attendais pas. Si je fais un résumé de la partie 1, eh bien, j'ai deux équations. V égale NDFI sur dt et V égale LDI sur dt. Quand on travaille avec des inductances, en général, le V égale LDI sur dt, tout le monde maîtrise, tout le monde connaît. Je sais que si je mets trop de courant dedans, je risque de saturer l'inductance, je risque de saturer le transfo. Pas de problème là-dessus. Il y a un point qui des fois est oublié parce qu'on ne l'utilise pas beaucoup, c'est le V égale NDFI sur dt. Si je passe dt de l'autre côté, j'ai un V dt qui est égal à NDFI. Je peux très bien aller saturer mon inductance ou mon transfo parce que mon VDT, il est beaucoup trop rapide. Donc, VDT, plus communément appelé volt microseconde pour ce qui nous concerne, puisque le DT est souvent en microsecondes. Donc, pendant mon T-on, si mon VDT est assez élevé, le temps le passage entre le T-on et le T-off va me faire une excursion VDT vachement rapide, ce qui fait que je peux saturer sans avoir immensément de courant. Et j'ai déjà vu des inductances se dessouder de la carte parce que le VDT était super élevé, parce qu'elles avaient trop chauffé. Donc ça, c'est un point important. Et finalement, en réarrangeant tout ça, ça c'est l'équation la plus pertinente quand on veut faire un calcul de transfo, parce que avec la même équation, j'ai mon ripple de courant, j'ai le nombre de tours, j'ai la cross-section et j'ai le ripple d'induction. Donc, je peux contrôler ce que j'ai envie. Je peux dire que mon noyau a 400 millitesla de saturation à 100 degrés. Donc, je vais prendre une marge de sécurité. Je vais dire que mon induction maximum, c'est 350 milli, ce qui va m'imposer soit le nombre de tours, soit le ripple en fonction des paramètres que j'ai envie de décider moi. Et c'est pour ça que si vous donnez à 10 ingénieurs un calcul de transfo à faire, vous avez une chance non négligeable d'avoir 10 dossiers différents. Et tous seront bons, hein, parce qu'il n'y a pas une méthode magique qui prévaut parmi d'autres. On retourne à nos moutons sur le flyback, parce que le temps passe. Deux grands modes de fonctionnement, mode continu. Donc, je ne relâche, quand je suis en état stable, je ne relâche pas toute l'énergie qu'il y a dans le transfo. Hein. J'oscille entre un minimum et un maximum de courant. Donc, l'excursion sur la courbe d'hystérésis, elle est plutôt faible. Ce qui me permet, je peux avoir des ripples de courant qui sont assez faibles. Inconvénient, c'est que je stocke de l'énergie en permanence dans le transfo. Donc, il faut que le transfo soit suffisamment gros pour supporter tout ça. On reparlera plus tard, mais vous aurez sûrement la présentation à télécharger. Il y a un site web qui est gratuit, qui vous permet de faire des calculs et de jouer avec les paramètres du transfo. Soit vous lui laissez faire le calcul en cliquant sur Proposal, soit c'est vous qui avez fait les calculs et puis vous voulez vérifier la tête des courbes assez rapidement, avant de faire une simulation, par exemple. Et bien évidemment, on fait les calculs tension minimum, courant maximum, parce que c'est le pire cas pour le transfo, mais on va s'assurer aussi qu'à la tension max, je n'ai pas de souci de tension réfléchie, notamment que ce ne soit pas trop élevé. J'ai un mode discontinu pareil. Mode discontinu, l'avantage, c'est que je transfère toute l'énergie que j'ai stockée pendant le T-on. Et puis j'ai un petit temps mort quand j'ai fini de transférer au secondaire l'énergie, j'ai un petit temps mort en attendant de recommencer le cycle. Donc avantage, les valeurs d'inductance sont plus faibles. La taille du transfo sera légèrement plus faible que sur un mode continu. Inconvénient, j'ai des pics de courant qui peuvent être assez élevés. Donc, un poil plus de CEM à prendre en compte. Autre avantage, c'est comme je switch sur 0, j'ai un petit peu moins de problèmes avec mon MOSFET et sur la diode de sortie, j'ai un petit peu moins de problèmes puisque de toute façon, je switch avec rien du tout. Pareil, on peut jouer avec un mode discontinu. C'est exactement les mêmes paramètres que j'ai pris tout à l'heure. J'ai juste réduit la valeur d'inductance pour m'assurer que je tombe en mode discontinu. Pourquoi cette valeur ici? C'est juste parce que c'est ma présentation et je l'ai fait pour être en mode discontinu. Il n'y a aucun calcul derrière, c'est juste au feeling.
Et entre 20 et 30 volts, pareil, hein, le mode discontinu il est un peu plus profond. On peut travailler en quasi-résonant. Hein, je pourrais revenir switcher sur le minimum de tension ici. Mais ça, c'est un autre débat. C'est juste une façon de travailler le flyback. Les calculs du transfo ne seront pas impactés. C'est juste moi qui vais choisir à quel moment je vais switcher. Donc ça, c'est un résumé pour vous montrer avantages et inconvénients des modes continu, mode discontinu. Le plus intéressant reste à mes yeux, c'est la facilité de pouvoir contrôler les pics de courant. Je suis sur un mode continu, j'ai pas beaucoup de ripple, pas beaucoup moins de bruit que sur un discontinu. Donc le discontinu en général, je vais plutôt l'utiliser sur de la faible puissance, comme j'ai des pics de courant assez élevés. Et je vais essayer de privilégier le mode continu sur un peu plus de puissance pour réduire les ripples. On pourrait parler de stabilité en parlant que dans le mode continu, il faut que je fasse attention à la stabilité, avec des plans dans la partie droite quand je pose l'épaule et les zéros. Mais ça, c'est un autre débat. Petit exemple de comparaison. Pourquoi un transfo sur étagère peut être intéressant? Ça, c'est ce que je dois faire si je fais mon custom. Je fais mes calculs électroniques, donc valeur d'inductance, turn ratio, pic courant pour les primaires, le primaire et les secondaires si j'ai plusieurs secondaires. Une fois que j'ai calculé les puissances, je sélectionne la taille, je sélectionne un noyau, je fais le calcul du nombre de tours, je fais le calcul des pertes comme je peux. Si les pertes noyaux sont acceptables, je continue. Si les pertes noyaux ne sont pas acceptables, il faut que je change encore soit de format, soit de propriété de matériaux. Une fois que c'est ça, je définis les tailles des nombres de tours pour faire un remplissage cohérent de la surface utile de bobinage que j'ai, en splittant une partie sur le primaire, une partie sur le secondaire, une partie sur l'auxiliaire. Je fais le calcul des pertes cuivre, donc les pertes DC, les pertes AC, avec les bonnes vieilles formules. Les courbes de Dowells, dans ces cas-là, sont pas mal pour commencer à faire les calculs. Ça se retrouve aussi sous forme de maths avec des cosinus hyperboliques et des sinus hyperboliques. Ça se rentre une fois dans un logiciel et puis après, on oublie comment ça peut piquer la tête. Mais ça donne des étapes et des itérations. Et à la fin, je fais mon sample et puis j'espère que ça va fonctionner dans mon circuit. Ça, c'est la partie, je vais piquer quelque chose sur étagère parce que j'ai franchement pas du tout envie de faire les calculs. Donc, la partie électronique restera ce qu'elle est. Par contre, après, je vais faire comme sur une inductance au rapport de transformation près. Je calcule ma valeur d'inductance primaire, je calcule mon turn ratio, mon rapport de transformation, et puis après, je calcule les RMS de courant et les pics que je dois faire. Et après, je vais aller chercher dans le catalogue un transfo qui est une inductance relativement proche et un rapport de transformation relativement proche. Je fais mes calculs de perte. Si c'est OK, je continue. Si c'est pas OK, je change un petit peu. Mais je n'ai plus qu'une boucle d'itération à la place d'en avoir deux. Donc, j'ai un gain de temps relativement appréciable. Exemple, juste pour vous montrer, pour finir, parce que le temps avance assez vite. PoE, c'est à la mode le PoE. Et j'ai pas envie de faire un custom parce que je suppose que j'ai plein de transfos sur étagère. Donc, tension 20-57, ça c'est le PoE qui me le dit, c'est pas ma faute. Je veux un 3.3 en sortie, 3 volts 3 avec 3 ampères 5. Je suis le designer, donc je m'autorise, parce que c'est mon calcul, 4 ampères de ripple. Je sélectionne un IC qui a une fréquence de découpage à 250 kg. Comme il y a toujours un acheteur qui se promène et qui me dit tu vas te calmer parce qu'il ne faut pas que tu dépenses trop d'argent. Donc, je vais limiter le VDS max au primaire à 100 volts pour pouvoir coller un MOSFET pas trop cher. Et je vais limiter la tension de la diode en sortie à 50 volts. Pareil, parce qu'une diode de 50 volts, c'est largement moins cher que si je vais en chercher une à 100 ou à 200.
Donc voilà les critères. Ça, c'est parce que je veux faire quelque chose de pratique et je ne veux pas dépenser trop d'argent. Qu'est-ce que ça implique dans le calcul du transfo? Ben, les premières choses, ça implique que puisque je limite mon VDSS max, ça me dit, en fonction de mes tensions d'entrée, mes tensions de sortie, que le rapport de transformation doit être inférieur à 13. En limitant la tension de la diode à 50 volts, toujours avec respect des applications, ça me dit que mon rapport de transformation doit être supérieur à 1,22. Donc, j'ai un large panel de choix du rapport de transformation, puisque je peux aller de 13 à 1,22. Tout ce que je tape dedans a une chance de fonctionner. Je vais utiliser 12. Pourquoi? Parce que c'est ma présentation. Et j'ai une petite astuce juste derrière. Mais voilà. Donc, mathématiquement, les formules elles sont pas mystérieuses. Le flyback existe depuis très longtemps. Donc, je calcule mon rapport cyclique. De là, puisque j'ai sélectionné mon rapport de transformation, j'ai calculé mon rapport cyclique, je calcule la valeur d'inductance. Ça me dit 161 micros. Je fais le calcul des courants, courant moyen, courant pic, courant RMS primaire et secondaire. Désolé, il y a une petite scritch sur la fin de l'écran, mais c'est juste la valeur qui est importante. Les formules, vous les retrouvez partout, même dans la trilogie. Une fois que c'est fait, eh bien, je peux aller chercher sur étagère un transfo. Je cherchais 161 micros avec un rapport de 12. Ce que je vois, c'est 127 avec un rapport de 12. C'est pour ça que j'ai pris 12 et c'est pour aller dans le catalogue et aller plus vite. Parce que 1 par 0,08, c'est comme si j'écrivais 12, 1. Il y en a certains qui écrivent les rapports de transfo dans l'autre sens. Donc, j'ai plus qu'à aller ouvrir la datasheet pour aller vérifier les autres paramètres. 127 pour 161, qu'est-ce que ça me coûte? Juste une itération de calcul supplémentaire pour rectifier la valeur des courants. Mais bon, si j'ai écrit ça sous Excel, c'est pas gênant. Rapport de transformation 12. Courant de SAT. Alors, en général, c'est le courant de saturation au primaire que l'on donne, même si c'est pas spécifié. J'ai un pic de courant sur le calcul qui est un ampère 0,5. Si je sélectionne celui-là, j'ai un courant de saturation à 2,3 ampères. Ça me donne une marge conséquente pour être sûr que même si j'ai un petit overshoot quelque part, mon transfo ne sera pas saturé. J'ai les RDC, donc je peux commencer à faire le calcul des pertes cuivre en DC. À première vue, ça me paraît pas mal. Après, il faut que je demande gentiment la courbe du noyau pour aller calculer mes pertes noyau à mon fournisseur préféré. Et une fois que c'est fait, je peux faire une simulation LT-Spice par exemple. Pourquoi LT-Spice? C'est juste parce qu'il est gratuit et puis qu'on peut mettre tout ce qu'on veut dedans. Donc avec 127 micros et le rapport de transformation que j'ai fait tout à l'heure de 12, ça me donne une simulation qui est très très proche des calculs que j'avais. J'avais 12 quelque chose en ampères, en pic sur le secondaire. Là, je me retrouve à presque 13, donc on est bien. Et j'avais 1,05 en pic de courant primaire. On est à 1, près de 0,5. Donc, les calculs sont bons. Ou alors, c'est le logiciel qui est bon, c'est un des deux. Mais les deux sont d'accord avec les valeurs. Donc, à partir de ce moment-là, je peux très bien aller chercher un proto et prendre un sample. Ça m'aura fait gagner du temps. Et puis, la prochaine fois, on pourra parler de filtrage autour et de snubber si le point critique, ça peut être le calcul du snubber, que ce soit sur l'entrée ou sur la diode. Bon, voilà, j'ai passé mon temps. Si vous avez, qu'est-ce que le Power over PoE? C'est le Power over Ethernet, c'est la possibilité de transférer de la puissance au travers du câble Ethernet. Il y a un standard qui vous emmène jusqu'au Power over Ethernet++, et vous pouvez passer plusieurs dizaines de watts à aujourd'hui dans un câble RJ45. Bon, Germain, tu peux reprendre la main. Je suis en train de le faire.
Me revoilà. Tu m'entends, Alain? Ouais, Ouais. J'ai répondu aux questions après en personnel. Il y en a une que tu as relevée. d'accord. Il y en a une deuxième que je voulais relever à voix haute pour tout le monde. C'est quand tu as comparé mode discontinu et mode continu avec les courbes de courant dans le transfo. Tu as évoqué l'un plutôt pour de la faible puissance, l'autre plutôt pour de la forte puissance. Et du coup, qu'est-ce que tu Ouais, voulais dire en ordre de grandeur en termes de puissance, s'il te plaît? ça dépend quel argent vous avez à mettre sur la table en fait. Parce que en mode discontinu, les pics de courant sont un peu élevés ou plus élevés que sur le mode continu. Donc, ça veut dire qu'il y a un peu plus de CEM ou c'est un peu plus tricky pour la CEM. Mais la taille du transfo sera un poil plus petite. Et si vous montez en puissance avec un mode continu, comme je ne déstocke pas une partie de l'énergie, donc la taille va être un peu élevée. Donc, c'est un compromis entre est-ce que vous avez de la place dans le design? Est-ce qu'un transfo un peu plus gros et probablement un peu plus cher est acceptable ou pas? Il n'y a pas de contrainte. En discontinu, vous pouvez faire ce que vous voulez. Après, si vous commencez à avoir des pics de courant à 20, 25 ampères, ça va commencer à demander des étages de filtrage en sortie relativement élevés, des capas de sortie relativement élevés. Donc, je pense que d'un point de vue économique, euh, quelques dizaines de 10, 15, peut-être 20 watts et encore, le mode discontinu peut le faire. Après, mode continu, c'est peut-être plus pratique. Mais ça, c'est juste mon avis. Mhm. Ok, merci. J'ai pas d'autres questions qui sont d'ordre public là. J'ai répondu aux autres en perso. Donc, bah, je pense qu'on a terminé sur la partie questions. Alors, le temps de clôturer, je vous invite tout de même à continuer à en poser et je pourrais revenir. Dans tous les cas, comme je le disais, il y aura un replay disponible si vous voulez revenir sur les infos qu'a dit Alain, les courbes, etc. Enfin, revoir les calculs et les courbes, etc. Il y a un petit questionnaire de satisfaction comme j'en ai parlé et ce sur quoi je voulais revenir également, c'était le fait que bah, si vous voulez approfondir le sujet plutôt en privé avec vos collègues et plus par entreprise, c'est possible, on peut organiser une petite visio ensemble, approfondir un sujet et n'hésitez pas à revenir vers nous pour ça. On est une force de 45 commerciaux, on travaille pour la plupart à mi-temps mais chez nous et on peut associer nos forces pour répondre à vos questions. Donc que ça soit pour la partie Power qui était le sujet du jour, la partie CEM qui était le sujet de lundi et on y reviendra un peu plus tard sur les autres journaux de télétravail. Vous avez aussi la suite des composants pour lesquels Alain et moi s'occupons ici, avec tout ce qui est quartz oscillateur, kappa, résistance, LED, power module. On a un nouveau business unit sur tout ce qui est module RF et sensor, donc accéléromètre. Il y a même un nouveau tracker GPS, je pense, qui vient d'arriver dans notre portfolio. Pour la partie connectique, c'est le sujet du JTT de tous les mercredis. Et donc, vous avez ici les familles de produits qui sont évoquées. Donc, lundi, le prochain sujet traitera du Energy Harvesting, donc un autre sujet Power, présenté par Paul et Alain qui sera modérateur. Je vois une nouvelle question à propos du tour de scotch. Alain, est-ce que tu la vois? Non. Où est-ce que se fait le C'est tour de quoi? scotch? Je pense que tu vas très vite y répondre. Où est-ce que Ah, se faisait le alors, tour de scotch? distance au travers de l'isolation, on va faire une structure simple. Vous commencez par le primaire sur le transfo et vous mettez un auxiliaire, on s'en fout, c'est du même côté. Et après, vous avez une distance d'isolation avec le secondaire. Donc, c'est la distance au travers des true insulation en anglais. Donc, entre ça et le secondaire, vous allez avoir besoin de 2 ou 3 tours de scotch. Parce que même si vous utilisez en sortie du triple isolation, normalement, selon les standards, vous n'avez pas l'autorisation que votre fil triple isolation touche vos fils simple isolation du primaire. Donc, il va vous falloir, entre ces deux parties-là, 2 ou 3 tours de scotch en fonction du standard que vous allez utiliser. J'espère avoir répondu à la question.
Eh ben merci. Je n'en vois pas de nouvelles pour le moment. Je remercie les messages perso qui me relèvent mes petites fautes de langage, mes lapsus et mes moscars, pour ceux qui connaissent ce que c'est le moscar. Voilà, on en a terminé. Il est à peu près l'heure de clôturer. Je laisse encore juste quelques instants. Je sais pas si tu as un message à faire passer, Alain, mais Non, ben, quelques mots. je vous remercie, je vous souhaite bonne continuation et je suis à votre service si vous avez tout type de questions sur les alimentations en découpage. Alors, merci beaucoup, Alain. Bonne journée à toutes et à tous. Passez un bon week-end. Je devais également, excusez-moi, à chaque fois je le fais à la fin, saluer nos collègues belges, puisqu'on a communiqué également sur la partie francophone mondiale, et je sais qu'il y a des collègues belges qui ont rejoint la session. Bon week-end à toutes et à tous. Bon confinement, restez en sécurité, et on se retrouve lundi à la même heure pour le prochain sujet du journal du télétravail, Vurtec Chronique France. Au revoir.